Ok, on est live. Salut Quentin. Salut Augustin. Écoute, super content de te recevoir aujourd'hui. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Quentin, c'est l'assureur d'OVNI Capital. Et tu vas nous partager quelque chose aujourd'hui que peu de gens veulent nous partager. Non seulement qu'est-ce que c'est que ton business, donc qu'est-ce que c'est le courtage d'assurance, mais surtout, en fait, toi, il t'est arrivé. Tu as vécu une Pas de aventure chance. que peu de gens veulent partager, c'est t'as racheté ta société à ton père. Voilà. Exact. Donc aujourd'hui, on reçoit Quentin Warny, le président de Warny Assurance. Et on va passer 30 à 45 minutes ensemble pour parler de comment racheter une boîte familiale, c'est quoi le courtage en assurance et quel est le futur du métier. T'es prêt ? Avec plaisir, c'est parti. Bon, génial. Alors, racheter la boîte familiale, on l'entend beaucoup. Et en fait, il y en a peu qui veulent communiquer. Toi, racheter ta boîte, c'est un choix ou c'est une obligation familiale ? Alors, c'est un choix, très clairement. Il n'y a pas d'obligation. En tout cas, on ne me l'a pas présenté comme ça. Moi, j'accepte d'en parler avec à bâton rompu. Il n'y a pas de tabou, je pense. Après, chaque cas est vraiment particulier, je pense, surtout dans des sujets familiaux, parce qu'il y a pas mal d'enjeux sur le plan personnel aussi, à pas oublier. Toi, t'as des frères et sœurs ? Moi, j'ai 2 frères. T'as 2 frères. Donc, T'es le plus grand ? Je suis l'aîné, ouais. Ok. Et donc... Donc en fait, ton père, il s'est dit, bon, s'il y a un de mes fils qui doit racheter le business, c'est l'aîné. Pas du tout. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Ça s'est passé de manière beaucoup plus diplomate et de beaucoup plus d'échanges que ça. Et en fait, la clé, je pense, c'est la communication. Moi, j'avais pas du tout prévu de faire de l'assurance au départ. Pour moi, j'étais consultant. J'avais fait du conseil en strat pendant une dizaine d'années. Donc, j'étais dans mon business, ça se passait très bien. Je Et donc, passais c'est les quoi ? échelons les uns après les autres, gentiment, comme donc tout en bon consultant. 2000, c'est quoi un peu la timeline ? 2018 ? Et au bout de 10 ans, mon père nous a dit avec mes frères, écoutez, moi, j'ai envie de passer un peu à autre chose, de passer la main, et donc d'arrêter le courtage en assurance, ou en tout cas de lever le pied très fortement. Et donc, je vais vendre Donc, à un tiers. Enfin, je vais faire vendre un la boîte. processus de FUSAC. Voilà, exactement. Enfin, Alors, c'était une petite structure. Donc, il y avait 10 personnes. Donc, c'était une structure familiale. Il l'a créée from scratch. Donc, forcément, ça met aussi du temps. C'est pas simple. C'est même compliqué, je pense. Et donc, est-ce que ça vous intéresse ? Voilà la question qu'il nous a posée. Donc, à partir du moment où lui dans les souhaitait 3, céder, dans les 3, il n'y en avait aucun qui faisait de l'assurance. personne. Il y en a un qui travaillait dans les jeux vidéo, un autre qui travaillait dans l'immobilier. Et un qui était consultant. Et un qui était consultant. D'accord. Voilà, et ça c'était moi. Et donc voilà, donc on en a parlé en famille. Finalement, c'est moi qui ai décidé de racheter la boîte, non pas que les autres n'ont pas voulu, mais après des discussions familiales autour de la table, on a déjeuné ensemble, on a dîné ensemble, on a fait des réunions Même avec tes frères. avec mes Qui frères. ont été témoins du process. Exactement. La clé c'est la com, et donc c'est de se dire, est-ce que tu as envie d'y aller ? Est-ce que tu n'as pas envie d'y aller ? Comment on peut le faire ? Comment on peut pas le faire ? J'en ai un qui voulait peut-être qu'on le fasse ensemble, puis ensuite on a réfléchi différemment. Et comment ton père fait pour te vendre la société et qu'on pense pas qu'il y ait du favoritisme ? Toi vis-à-vis de tes frères et même toi vis-à-vis du marché. Alors, vis-à-vis du marché, à la limite, tu t'en fiches un peu, puisque c'est ton business familial. Si j'avais été fils unique, il y aurait peut-être même eu une donation ou j'en sais rien. Tu vois ce que je veux dire ? Par contre, en effet, il faut pas qu'il y ait de favoritisme dans la famille. Et donc, on a cadré avant de lancer le process, quel process on allait mettre en place. Et donc, on a fait intervenir, on a travaillé sur deux parallèles. La première, c'était un expert. Ah oui, vous avez On a fait contracté appel à un expert qu'on a qui vous a rémunéré, dit les qu'on boîtes a- de contrat d'assurance, ça ça vaut... se vaut X, Y et Z en fonction de tel Ouais, type du- de chiffre d'affaires par rapport à telle typologie de chiffre d'affaires, etc., etc. Donc, les une boîtes, fois les qu'il nous boîtes a fait- en courtage d'assurance, dépendamment de l'assurance que tu vends, ça peut valoir entre 1,5 à 3,5 le premium que tu collectes. Non, la commission que tu gardes. Oui, la commission que tu gardes, excuse-moi, c'est ça. Ouais. Donc, Et ça veut donc, dire qu'en fait, dans une assurance, moi je Ouais, te par donne exemple, 100 le euros. particulier, si tu t'assures ta maison, le particulier, ça vaut beaucoup moins cher que un contrat d'une mutuelle d'une entreprise. Parce Mais- que tu vas pouvoir changer quand tu veux pour le mois d'après, alors qu'une entreprise et une Ouais, c'est mutuelle, ça. c'est compliqué à faire changer, donc il y a plus de récurrence et des contrats qui sont, entre guillemets, plus solides. Et donc, qui valent plus cher. Parce qu'en plus, ils rapportent plus. Ouais, compris.
Donc moi, je te donne, enfin, tu fais de l'assurance habitation. Je sais même pas si t'en fais. On en fait. Mais tu fais de l'assurance. Je te donne 50 € par mois. En fait, toi, tu vas garder 10, 20, 30%. Je sais pas très bien quels sont. C'est pas très élevé, non? Non, sur du particulier, c'est plutôt autour de 15. De 15. Et 15, toi, ça te permet de manager la police, enfin, de vendre des polices et d'en manager. De gérer, tout à fait. C'est quand même, sur du particulier, c'est un business de volume. Parce que comme tu le vois, sur une police à 500 €, déjà, c'est une belle prime pour une habitation. Bah, il te reste 50 € ou 70 €. Tu vois, donc, et donc, ton multiple, et donc quelqu'un va dire, bah, je viens de racheter ta boîte à 1,5, la marge qui te reste. Okay. Tu prends ton chiffre d'affaires et tu multiplies par les multiples et ça te donne un prix. Et donc, ça, c'était la partie expert. Et en plus de ça, on a fait un appel d'offres marché. Ah, d'accord. Donc, on n'a pas été très cool vis-à-vis de certains, vis-à-vis d'un concurrent particulièrement. Mais bon, ça fait partie du jeu aussi. Ton père voulait voir toutes les offres sur la table. Donc voilà, on voulait avoir exactement le panel de ce qui était possible de faire pour se dire, bah, en fait, on avait dit, on prendra la moyenne des deux. Donc voilà. Il s'est trouvé que les deux résultats étaient extrêmement proches. Ouais. Donc, bah, l'expert fait bien son job. Hein. Il est là pour ça, donc il connaît le marché. Et les concurrents, ils achètent prix marché, ils veulent pas payer plus cher non plus. Et on voulait pas sous-vendre entre guillemets la boîte. Et ça, ton financement derrière, peu importe que ce soit une boîte familiale, ton financement, c'est à toi d'aller te le chercher en fonction de ton opération. Exactement. Il n'y a pas de favoritisme. Ah bah là non, là ça a été un gros boulot parce que ça a été même super compliqué parce que pour tout te dire, les deux banques historiques de la société, donc qui ont quand même des comptes qui tournent bien parce qu'on encaisse les primes des clients, qu'ensuite on reverse aux compagnies, donc il y a quand même pas mal de flux. Et ben ces deux banques-là ont refusé de financer l'opération. Ah oui, parce qu'elles ont dit mais non mais ils y croyaient pas, trop risqué. Ton profil en fait. Peut-être, je connaissais rien à l'assurance à l'époque. Bon, alors je connaissais rien non parce qu'au moment où on a fait le process, ça faisait déjà 1 an parce qu'en fait la façon dont ça s'est fait, c'est avant que je rachète la structure. Moi j'ai travaillé 1 an dans la société pour me dire pour 2 raisons principales qui sont hyper importantes en fait parce que les deux sont hyper importantes. La première, c'est est-ce que toi, c'est un business qui te plaît? Est-ce que tu as envie de continuer à faire ça? Parce que je connaissais pas, hein, j'y connaissais rien. Donc, est-ce que c'est chiant? Est-ce que c'est pas du tout quelque chose que tu as envie de faire toute ta vie? Parce que quand tu rachètes une structure, c'est pas pour faire ça pour 4 ans ou pour 5 ans. Enfin, ou tu pourrais, mais en tout cas, c'était pas ma vision à terme. Donc, est-ce que ça me plaisait? Est-ce que je voulais aller plus loin là-dedans, dans la démarche? Et 2, quand même que mon père se dise, est-ce qu'il va pas planter la boîte? Parce que c'est bien gentil de dire j'ai envie de le faire, mais si t'es mauvais et que au bout d'1 an tu vois que ça marche pas avec les équipes, avec les clients, etc. En fait, c'est peut-être pas la bonne idée. Ouais, il préférait le vendre à quelqu'un qui va pérenniser un peu ce qu'il a construit. Et en plus, si entre guillemets ça allait mal se passer, j'aurais été en difficulté. Donc ouais, il a pas envie de mettre que tu t'endettes. Voilà, t'endetter alors que tu vois que ça va pas marcher. Je pense que t'as aussi une vision père de famille qui te se dit non, en fait, c'est pas du tout un business qui est fait pour toi. Arrête tout de suite, ça va mal se finir. Et donc t'as racheté quoi? T'as racheté 50%, 80% de la boîte, 100% de la boîte? J'ai racheté 100%. Parce que d'abord, c'était, comme je te disais, une structure familiale, il y avait 10 personnes, donc c'était des montants qui étaient modestes, tout est relatif, bien sûr, mais entre guillemets, quelque chose que je pouvais faire, que j'ai réussi à faire avec le financement. Tu voulais pas garder ton père à 10%, 20%? Non, parce que j'avais pas envie d'être ou salarié de quelqu'un, ou avoir un minoritaire, pouvoir dire, voilà, j'ai envie de faire ce que je voulais, d'être chez moi, et c'était vraiment ça l'objectif. Pareil, on aurait pu se dire, en fait, je rentre dans la société, je continue de bosser, j'ai un salaire, et l'actionnariat reste au niveau de mon père, et je rachète pas la structure. Mais c'était pas mon objectif, parce que moi, si je m'investissais, et je me suis franchement beaucoup investi, c'était pour un objectif de développement, et donc aussi de bénéficier du fruit de ton travail. Si tu bosses beaucoup, et que tu te développes, tu ramènes des clients, etc. C'est pas pour que t'en profites pas et avoir. Enfin, c'était pas ma vision. Sinon, j'aurais pu aller bosser chez un grand courtier de la place et me dire en fait, je vais faire ça n'importe où. Donc, t'es un entrepreneur, t'es pas un héritier. Non, je pense pas. En effet, je pense pas que je suis un héritier parce qu'en fait, j'ai racheté la structure, je me suis endetté pour ça. J'ai toujours beaucoup de dettes et c'est ça qui te met quand même un peu de pression et qui te fait que t'es obligé aussi que ça marche parce qu'en fait, le BP, si tu mets pas de croissance dans le BP, le BP il marche pas. Donc, en fait, tu es obligé de faire de la croissance. Tu es obligé de développer la structure pour que ça tourne. Après, évidemment, on est parti sur d'autres sujets, plein d'autres sujets, et on a bien grandi. Mais la base du système, c'est en fait l'envie, la croissance. Et donc, non, je voulais pas être salarié. C'était pas mon objectif. Et si je partais sur cette aventure, c'est pour vivre mon aventure. Ouais. Moi, j'étais en conseil pendant 10 ans, et j'en pouvais plus que mon directeur ou mon associé me dise non, mais là, tu sais pas écrire français, il faut dire la phrase comme ça. J'avais envie de lui dire, mais non, en fait, c'est l'inverse. Mais bon. Je respectais très bien et évidemment chacun son rôle et chacun sa place.
Mais j'avais plus envie de ça. J'avais envie de Ouais, changer. donc racheter une boîte familiale, en fait, t'as racheté la boîte de ton père, c'est top, mais t'aurais pu racheter la boîte de quelqu'un d'autre dans le même domaine. En fait, tu Sûrement. restes un entrepreneur. Tu n'as pas été favorisé. Je Vous suis avez fait ça d'accord. dans les règles de l'art. On a fait ça dans les règles de l'art. Et oui, j'ai racheté cette structure parce que c'est quelque chose qui est arrivé sur le tapis naturellement, parce que notre père nous l'a proposé. Mais souvent, en fait, on n'a pas cet envers du décor. Tu vois, moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens. Je parle pas forcément de toi, mais il y a beaucoup de gens qui disent ah tiens, Quentin, il a racheté la boîte de son père. Et donc, en fait, tu fais pas cet effort d'en parler, de lui demander. Si tu sais, c'est assez tabou en France, ce genre de sujet. Et en fait, les gens se disent ah bah, il a été favorisé, on lui a donné, tu vois. Et en fait, ça n'existe pas. Alors, il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Tu as les deux côtés Vas-y, de parle-nous la barrière. Quand est-ce que tu t'es dit c'est ta boîte? Ça y est, c'est ma boîte. Quand tu as fait le virement? Non, je me suis dit que c'est ma boîte, pas au moment où je suis arrivé, parce que c'était clairement pas chez moi, mais oui, au moment où j'ai signé. Je me suis dit, oui, ça y est, c'est chez moi. Il y a de la dette ici, là. Voilà, mais exactement. Et là, tu dis, ah ouais, quand même. Quand tu regardes derrière, Il va falloir délivrer. Il va falloir que ça tourne. Et donc, c'est quoi les inconvénients Les inconvénients, c'est que tu as aussi en fait la pression, parce que en fait, tout le monde t'attend au tournant. C'est-à-dire que tu reprends une société qui fonctionne, parce que c'était une boîte qui marchait bien. Ils pensent que tu as eu un cadeau. Et en fait, si tu plantes la boîte, c'est toi qui passes pour un peintre, en fait. En fait, t'as souvent le classique de la première génération qui crée, la deuxième qui fait... Voilà, il y a plein de stéréotypes et de sujets qui sont préconçus. Ouais, ta pression... Mais tu peux aussi planter la boîte. Donc, voilà, où tu peux stagner. Moi, l'objectif, c'était pas de reprendre le fauteuil de mon père et de rien faire. Voilà, je suis pas moi, c'est pas mon caractère, je suis quelqu'un de plutôt dynamique, qui aime bien faire des trucs. Et donc, voilà, je voulais que ça bouge, je voulais développer un truc, créer ma société et mettre mon empreinte sur la boîte. Donc, on va y arriver, tu es plutôt bien arrivé. Écoute, j'en sais rien. En tout cas, ça se passe bien pour le moment. Tu sais, ça peut aller très vite aussi. On a un business qui est assez sensible. Donc, voilà, aujourd'hui, ça se passe bien. On a bien grandi et tant mieux. Parce que là, qu'est-ce que tu peux partager? Peut-être le nombre d'employés? Tu as fait un x5? Ouais, à peu près, voilà. On est collaborateurs, je ouais, préfère ce exactement. mot-là. Donc on était 10 quand j'ai racheté la structure. Aujourd'hui, on est 50 et on continue de se développer et on se fixe pas d'objectif. Voilà, il n'y a pas de limite en fait. Dernière question, avant qu'on passe un petit peu plus sur ce que tu as construit et le futur de ton industrie. Tu sens encore la présence de ton père dans tes décisions Alors, dans les stratégiques? décisions du quotidien... Tu l'appelles? Alors, j'ai la chance d'avoir papa qui est au bureau, parce qu'il a gardé un petit bureau à côté du mien. Non, il n'a pas gardé. Tu lui as gardé un petit bureau. Et non, il s'est gardé un petit bureau. Parce qu'on partage les locaux, parce qu'il a gardé une petite structure à côté, juridiquement, qui permet lui aussi de continuer à garder un pied dans le business. C'était ça un vrai avantage aussi pour lui dans la session, c'est qu'il a gardé une partie de l'activité qui est totalement distincte de la mienne. Moi, je travaille sur tout ce qui est entreprise, et lui, il travaille sur tout ce qui est TNS. Ouais. Donc, c'est les avocats libéraux, c'est chez lui. Donc, voilà, on a bien réparti les business, et il y avait 2 entités juridiques. Moi, j'ai acheté la grosse partie, et lui, il a gardé, il a 2 salariés. Et donc, il peut continuer à avoir une activité en travaillant moins, en levant le pied, ce qui était exactement ce qu'il souhaitait, et sans avoir, parce que aussi, tu as un sujet, à mon avis, quand tu pars à la retraite, c'est une perte de revenus assez forte. Donc, du coup, il a gardé cette petite structure, et il n'y a qu'en vendant la structure à quelqu'un comme moi qu'il aurait pu continuer à faire ça. Parce que si tu vends à un tiers, il n'y a pas un seul tiers qui va te laisser continuer à avoir une structure de courtage d'assurance juste à côté de la sienne. Voilà, tu as évidemment la non-concurrence qui est demandée. Donc c'était aussi un gros avantage pour lui. Maintenant, est-ce que je sens sa présence? Je le vois régulièrement, oui, forcément. On s'entend très bien, donc j'ai cette chance-là. Et ma grande chance, ça a été que le jour où je suis arrivé, il m'a dit, mais en fait, même si c'est pas encore ta boîte, voilà, dans un an, si ça se passe bien, c'est ta boîte, donc fais comme tu veux. Et ça m'est arrivé de lui poser 1 ou 2 questions et qu'il me disait, en fait, c'est plus mon problème, c'est ton problème. Moi, je ferais peut-être comme ça, mais c'est ton problème. Et donc, j'ai eu les mains libres et les clés du camion. Et tu vois souvent moi, j'en connais plusieurs des exemples autour de moi où tu rentres dans les boîtes familiales où en fait, tu peux rien faire parce que le père lâche pas rien, il veut pas partir. Et c'est pas bon parce que tu peux pas mettre en place ce que tu veux, t'as pas de légitimité auprès des équipes, etc. Moi, j'ai eu tout de suite la légitimité, j'ai pu faire les choses comme je voulais, gérer les clients comme je voulais, donner des axes stratégiques comme je voulais. Parfois, je lui ai posé des questions. Si j'avais envie, il était là pour me donner un coup de main, avec des bons conseils et parfois des moins bons aussi, parce que t'as aussi une vision parfois un peu plus
protectionniste et paternaliste du sujet, et donc du coup tu te dis en fait ça c'est peut-être un peu risqué, est-ce que c'est une bonne idée? En fait oui, ça peut être une bonne idée, même si c'est risqué de temps en temps, risk reward, donc ça vaut le coup. Donc voilà, mais non, je suis vraiment libre, je fais vraiment comme je veux, et c'est ça qui est sympa, c'est ça qui moi me plaît aujourd'hui. Ouais. T'as le bon modèle, t'as eu le bon modèle, tu t'es dit je rachète 100 pour... En fait t'es un entrepreneur. Si les gens te dire t'es pas je reviens sur cette question, t'es un entrepreneur, un héritier. En fait, les gens voient les rachats familiaux comme des héritages. D'un héritage qui... Mais c'est pas financier. Qui n'est pas financier, puisque tu t'es endetté, tu as racheté cette partie-là, donc tu as mis du capital personnel plus de la dette. Et derrière, comme tout investissement, il faut que ça marche. Et pour que ça marche, là, c'est pas comme dans l'immobilier, c'est lié au marché de l'immobilier ou à tes locataires ou autre chose. C'est vraiment le fruit de ton travail. Donc c'est comment tu vas gérer tes clients, comment tu vas ramener des nouveaux clients, comment tu vas développer la boîte, comment tu vas gérer tes équipes. Donc, c'est gérer une boîte. Et donc, en fait, aujourd'hui, je pense que je suis plutôt dirigeant d'une société que héritier. Parce que pour moi, l'héritier, c'est quelqu'un qui bénéficie de quelque chose et qui le fait tourner sans vraiment travailler. Aujourd'hui, moi, je bosse quand même pas mal. Ouais. T'as acheté 100% du capital. Aujourd'hui, t'as fait rentrer des associés? Non. Ça fait 15 minutes là qu'on parle un petit peu de cette opération, du courtage d'assurance. Je pense que les gens ont une vision de ce que c'est le courtage d'assurance. Est-ce que toi, en 2 mots, tu peux nous dire un petit peu quelle est ta vision du courtage d'assurance? Et ensuite, on ira sur... Le courtage d'assurance, c'est un métier assez particulier. C'est un métier où, en fait, on conseille les entreprises et les particuliers pour choisir la bonne solution d'assurance. Donc, c'est-à-dire que tu vas assurer tes locaux, tu vas assurer la responsabilité civile de ton entreprise, tu vas assurer la santé de tes salariés. Je peux pas aller directement voir l'assurance? Tu peux aller voir directement une compagnie d'assurance, mais en fait, tu vas devoir faire une démarche. Tu vas devoir voir AXA, tu vas aller voir Allianz, tu vas aller voir Generali, tu vas aller voir toutes les compagnies, tu vas faire ton benchmark toi-même sur un marché que tu connais pas, avec des garanties que tu comprends pas, de quoi tu as besoin. Voilà, exactement. Donc, il y a un moment où faire appel à un professionnel, ça te permet d'économiser en temps, d'économiser en coût aussi. C'est comme ton assurance emprunteur sur ta maison. Si tu achètes ta résidence principale, aujourd'hui, ton assurance emprunteur, il vaut mieux la faire chez un courtier d'assurance ou chez un assureur, pas forcément à la banque. Tu passes peut-être, quand tu souscris un crédit immobilier, par un courtier crédit. Voilà, aujourd'hui, notre job, c'est d'optimiser ces coûts-là pour les entreprises. Et comme on est marié avec personne, parce que l'avantage d'être courtier, c'est ça, c'est que tu peux travailler avec AXA, avec Allianz, on a une 150 partenaires à peu près. En fait, je suis pas marié avec un assureur. Donc, si demain, ça se passe pas bien avec un assureur, tu peux changer d'assureur. Et pour autant, je vais rester l'interlocuteur de la société. Donc, la société, pour elle, rien ne change. Sauf que nous, on s'occube de changer tout le programme. Ouais, il y a un vrai enjeu conseil. Il y a un enjeu conseil. Il y a un enjeu expertise aussi, compétence. Parce que quand tu es une société un peu costaud, que tu commences à avoir des filiales à l'étranger, avec des pays qui imposent des réglementations locales, il faut connaître la réglementation aux US, la réglementation en Chine, parce que certains pays, comme la Chine ou les US exprès, j'ai pris ces exemples, impose la mise en place de police en local, en complément de Police Master sur des programmes internationaux. Donc, t'as beaucoup de spécificités liées à des métiers, à des conventions collectives, mais aussi à des régions. Et donc, en fait, quand tu es une société que tu développes, ton objectif, c'est de te focuser sur ton business, sur le développement de ton business, et pas sur l'assurance, le juridique. Donc, tu prends des avocats pour gérer le juridique, tu prends un courtier pour gérer ton assurance. Et si tu vas en direct chez un assureur, en fait, tu appelles AXA. En fait, tu vas appeler un agent AXA que tu vas trouver. Il y a des agents. Qui est lui-même un sales, en fait. Parce exactement, qui est lui-même un sales. Donc, il va prendre un fees équivalent le même que le nôtre. Ouais, donc en fait, ça n'a aucun intérêt. Exactement au même. Et tu as même des assurances qui ne vendent pas, en fait. Qui ne vendent pas en direct. Bien sûr, tu as plein de compagnies qui ne travaillent pas en direct. Tu veux parler à des CN Hardy, à des Chubb, à des Liberty, à des compagnies qui sont un peu costauds, à des AIG. Qui sont, nous, des gros partenaires pour nous, tu sauras pas comment les appeler, tu sauras pas comment les contacter. Alors, sauf si tu t'appelles Total et que tu gères ça en direct. Et encore, je suis pas sûr qu'ils gèrent ça en direct. Je sais rien comment ils gèrent leur programme, mais c'est possible qu'ils travaillent aussi avec des courtiers. Mais certaines boîtes ont ce qu'on appelle des captives et gèrent leur programme d'assurance eux-mêmes avec les compagnies. Parce qu'ils internalisent l'expertise. En effet, l'expertise, et ils ont ce qu'on appelle des risk managers. Donc, ils gèrent tous les programmes d'assurance, mais souvent en relation avec des courtiers qui mettent ça en place auprès des compagnies. D'accord. Et donc toi, ton conseil, c'est aussi petit que ta police d'assurance soit, il vaut mieux passer par un courtier. Ensuite, le courtier pour l'assurance d'habitation, ça va être tu vas faire des économies et tu vas optimiser ton programme. Alors, sauf si c'est quelque chose d'extrêmement classique, je dis n'importe quoi, un studio de 2 pièces de 40 mètres carrés, où tu n'as pas besoin d'avoir des garanties très élevées.
les banques vont rester extrêmement compétitives et se sont lancées sur ce marché de l'assurance, etc. Et donc, ça peut être moins cher que chez un assureur ou au même prix. Maintenant, ça dépend du positionnement, mais nous, notre positionnement, c'est pas un positionnement sur du particulier, on a un positionnement plutôt entreprise ou particulier, mais haut de gamme, qui a un certain volume de primes. Parce que ce que nous, on délivre à nos clients, notre positionnement, c'est un positionnement service. Voilà, on veut apporter un service haut de gamme, de qualité, avec une gestion du sinistre au top. Si tu as un problème, il n'y aura pas de problème sur ton indemnisation. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire, moi, acheter de l'assurance, bon, pour moi, c'est acheter de l'air, jusqu'à ce que tu en aies besoin, en fait. Acheter de l'air, enfin, t'achètes un truc, tu le vois pas, tu sais pas ce que c'est. D'accord. Tous les mois, tu payes, et au moment où tu as un sinistre, en fait, ils te remboursent la moitié de ton sinistre, où il y avait un truc que tu n'as pas lu qui fait que tu peux pas être remboursé. Alors, tu peux toujours avoir ces petites lignes, ces petites clauses, et c'est là l'intérêt d'avoir un courtier, parce que nous, on va éviter ces petites clauses. Typiquement, quand tu assures ta voiture, voilà. Parce que derrière, moi, je vais me plaindre. En fait, derrière, je passe par un courtier. Après. Voilà, j'ai mon dégât des eaux. Bon, j'appelle toi, en fait. J'appelle pas AIG ou AXA. Non, c'est nous qui gérons le sinistre. Donc, du coup, on fait exprès attention à ces petites clauses que, typiquement, tu assures ta voiture. En fait, il faut que tu aies un dépannage et une assistance qui viennent te chercher là où t'es, pas à 5 km de là où t'es. Parce que sinon, comment tu fais avec ta voiture, avec tes enfants, avec tes valises, etc. Donc, l'assurance, c'est quand même pas du vent, clairement pas. Nous, quand on voit le nombre de montants, le montant en euros qu'on rembourse à nos clients sur la partie sinistre chaque année, c'est des montants assez impressionnants. On a eu au moment des Gilets jaunes, on a quand même remboursé un sinistre 15 millions pour un bâtiment qui avait cramé. On a, en fait, tu payes ta prime d'assurance sur ta voiture 1 500 euros par an. Si tu as un vrai accident de voiture et que ta voiture coûte 50 ou 40 000 euros, en fait, si tu fais le calcul, la prime, elle est assez vite amortie. Demande aux gens en Californie si l'assurance, c'est du vent. Alors, malheureusement, certains, ils avaient été exclus, mais d'autres, ils sont ravis d'avoir quand même une belle police d'assurance qui puisse leur permettre de rebondir. Il vaut mieux passer par... Moi, je me sens, j'ai eu un accident un jour au Texas. C'est marrant que tu passes des États-Unis, mais j'ai un accident de voiture au Texas. Et en fait, j'aurais la police d'assurance. Donc, c'est quelqu'un qui me rentre dedans. La voiture est morte. C'est-à-dire que c'est ma voiture. Enfin, c'était une voiture familiale, en vrai. La voiture est morte. Et la police d'assurance du gars me remboursait un maximum de 30 000 euros. Et si je voulais aller au-delà de 30 000 euros, 30 000 $, il fallait que je porte plainte contre lui. Bon, heureusement, là, la voiture, elle valait exactement genre 31 000. Donc, et je me dis, c'est dingue, en fait. Il y a beaucoup de gens qui, je sais pas si prennent l'assurance minimum. Je sais pas si... Non, après, tu aurais été couvert par ta police. Et ça aurait été... la police aurait fait la différence. Ouais, tu vois, j'ai même pas... à l'époque... Mais non, en France, après, tu as des lois. Chaque pays a ses lois, ses fonctionnements. Et c'est très particulier d'un pays à l'autre. Parce que l'assurance aux US n'a rien à voir avec la partie assurance en France. Rien que sur la partie santé, déjà. Tu vois, la sécurité sociale en France et là-bas. Ouais, le mot courtier, tu vois, souvent, ça peut être un peu péjoratif. On se dit, le gars, c'est ce que tu as dit au début. Il t'a 3 assurances, il va juste trouver une des 3, il va prendre ses 10%, ses 20%, ses 30%, 15%. Alors qu'en fait, quand je t'entends, le métier de courtier, c'est beaucoup plus un métier de conseil. Est-ce que la technologie y est pour quelque chose ? Parce que est-ce qu'aujourd'hui, en fait, le fait que tout ça, ça se fait quasiment automatique, tes lectures, tes comparaisons, et donc toi, tu peux te concentrer sur ce qui compte, le conseil. Est-ce que tu as vu un shift ? Rappelle-moi, tu as acheté la boîte il y a combien de temps ? Il y a avril 19. Donc il y a 2019. 5-6 ans. 5-6 ans. Est-ce que 2019, j'en ai quand même... technologiquement, j'imagine que c'était assez avancé, quoique, si c'est ton père à la barre, il était peut-être pas autant au fait que toi. Est-ce que tu as vu un shift, toi, dans votre capacité à donner du conseil plus qu'à faire... Ce shift commence à s'opérer gentiment, principalement sur des business de volume. Pourquoi ? Parce que la technologie, elle rentre en ligne de compte quand tu commences à pouvoir scaler le business. Et donc, on a vu des boîtes comme des Luco, comme des Alan. Alors là, Alan, c'est plus du particulier, pardon, c'est de l'entreprise. Mais qui se sont créés. Et oui, on a vu un shift vers la techno et vers la tech et vers le digital. Maintenant, c'est pas pour ça que, tu vois, les 2 boîtes que je viens de te citer, Luco, ils ont pas réussi, ça a été racheté et ça n'a pas fonctionné. Ils ont voulu disrupter le modèle de l'assurance en... Le service client est bon chez Luco. Pour du particulier, mais il n'y a pas de modèle, business model. Ouais, mais ça tourne pas derrière. Et c'est pour ça qu'ils ont été en difficulté et que ça n'a pas fonctionné. Et Alan, il faut un sacré volume. En fait, quand tu fais du particulier, il faut vraiment beaucoup de volume. Ouais, il faut beaucoup de volume. Alan a permis de disrupter le marché sur la partie santé et même prévoyance, avec une techno qui est
hyper avancés, qui fonctionnent super bien, mais ça nous a aussi permis de mettre à jour la market practice. Donc, aujourd'hui, ce que propose un Alan sur de la mutuelle, avec une appli qui est hyper bien faite, avec des petits avantages en termes de garantie, aujourd'hui, presque tout le monde te le propose. Ça a été un boost, ouais. Exactement. Donc, ils ont récupéré une partie du marché, très clairement, et ils continuent de se développer, parce qu'ils ont un temps d'avance, peut-être encore. Mais pour combien de temps, je ne sais pas. Ce n'est pas à moi de répondre. Mais en tout cas, ça a permis à tout le marché de se mettre au niveau. Parce que si aujourd'hui, tu n'as plus ton application mobile pour prendre ta photo de la facture de l'ostéo ou avoir ta carte de mutuelle dans ton téléphone, en fait, ça va être un énorme frein au business et tu vas perdre des clients. Donc aujourd'hui, tout le monde s'est mis à faire ça. Et donc nous, ça nous a beaucoup aidé sur cette partie-là parce que évidemment, dès que tu as une avancée technologique, le marché essaye de se mettre au niveau. Et donc nous, en tant que courtier, on a cette chance-là qui est de pouvoir choisir le bon interlocuteur. Donc, celui qui a suivi le marché le plus tôt possible, on va plutôt aller vers lui pour orienter notre client, pour lui dire, lui, il est en avance sur son marché, c'est la meilleure solution, on va plutôt faire ça. Et pour vous, donc je comprends, c'est-à-dire que c'est plus facile de vendre le cool kid, quoi, le gars qui est technologiquement avancé, qui est même d'ailleurs peut-être réclamé par tes clients. Et voilà, encore une fois, ça dépend du type de clientèle que tu as, parce que nous, tu vois, dans notre typologie de clientèle, on a des sociétés de consulting, donc évidemment ils veulent la dernière avancée technologique avec l'appli qui marche bien, full digital, des trucs vraiment très performants. Et on a d'autres sociétés qui sont beaucoup plus industrielles, avec des salariés qui n'ont pas forcément une adresse mail parce que ils sont sur une chaîne de montage. Et donc là, en fait, l'outil digital, il fonctionne pas. En fait, c'est pas qu'il fonctionne pas, c'est qu'il est pas adapté. Et donc là, il faut une structure qui va faire et du papier et du digital. Donc et en fait, c'est notre rôle en tant que courtier de pouvoir proposer à notre client la bonne solution et la solution qui lui convient. N'empêche que ces solutions, toi, tu as peut-être dû leur imposer, ou elles l'ont fait naturellement, une digitalisation non seulement de leur service ou pas, mais même digitalisation de leur back-end pour toi plus facilement comparer les polices, voir les polices en temps réel, le prix des polices. Non, c'est encore un travail qu'on fait en interne. Très manuel. Ouais, très manuel. Parce que tes contrats sont des contrats très business. Parce que nous, 80% de notre chiffre d'affaires, même 90%, c'est de l'entreprise. Et donc, chaque société a son contrat avec ses garanties qui est adapté à sa situation. Parce que quand tu assures une responsabilité civile, tu assures une société qui fait du conseil, une société qui fait de l'immobilier, une société qui fait de la gestion de patrimoine ou une société qui fait du capital investissement comme toi. C'est pas du tout la même activité, c'est pas les mêmes risques, c'est pas les mêmes compagnies qui travaillent. Voilà, chaque compagnie a ses appétences. Et donc, on n'a pas de table comparative par business et par ligne de métier. On n'est pas assez gros ou industrialisé pour ça, parce que sinon, peut-être que les très gros courtiers ont ça. Mais en interne, nous, on fait encore tout manuellement. Et c'est ça, je pense, la force de notre cabinet aussi, c'est d'avoir derrière des people. Nous, on ne vend pas un produit, on vend du conseil, comme tu le disais. Et le conseil, c'est fait par qui ? C'est fait par nos équipes. Et donc, en fait, c'est nos équipes qui sont au cœur du système, qui vont faire les comparatifs, qui vont aller négocier avec les compagnies, parce qu'il y a des grosses phases de négo, ce qu'on ne voit pas toujours, mais de temps en temps, on dit toujours c'est pas si instantané que ça. Ça prend 3 semaines, ça prend 1 mois, ça fait 2 mois que j'attends ma police ou mes garanties. En fait, on est en train de négocier avec les compagnies. Il y a des compagnies qui, parfois, veulent pas assurer telle ou telle typologie de risque, parce que je sais pas, le bâtiment, par exemple, tu vas sur un bâtiment, c'est une blanchisserie, en fait, ça brûle très régulièrement, donc c'est très compliqué, donc faut négocier, faut trouver des solutions et c'est pas simple. Donc en fait, c'est nos collaborateurs qui sont au cœur du système. Donc la clé de la réussite, en tout cas chez nous, je pense, c'est nos équipes. Et donc, c'est un peu comme dans le consulting. Une des raisons, nous, en tout cas, pourquoi on est allé chez vous, au-delà du fait qu'on s'est rencontrés à l'école primaire, qu'on s'est perdu de vue ensuite pendant 30 ans, plus ou moins, c'est que vous avez une vraie expertise sur les fonds de capital investissement. Vous avez assuré des fonds de capital investissement. Et quand moi, je te dis, mais en fait, personne ne veut assurer les RC Pro d'un fonds régulé AMF, tu me dis, non, mais moi, j'ai des connexions avec les 3 assurances qui savent le faire. Exactement. Et je vais pouvoir te négocier le meilleur contrat pour le bon prix et derrière, même te proposer des solutions de financement. Ouais, exactement. C'est, encore une fois, chaque business a ses particularités, ses besoins. Toi, tu es exactement dans cette situation-là et tu as peu d'assureurs qui assurent ta typologie d'activité. Ouais. Donc, si tu n'as pas les partenariats avec les compagnies qui veulent bien assurer ce type d'activité, j'aurais pas pu le faire. Maintenant, on est assez spécialisé, en effet, sur ta typologie d'activité.
Et donc, du coup, ça a été plutôt facile et c'était plutôt rapide. Facile et on a pu négocier et trouver des bonnes solutions. Ouais, ça a pris, je sais plus, 2-3 semaines. Mais en fait, c'est ça, on a réussi à rabaisser le prix. Et... Dans une négo, si tu prends le premier jet, c'est jamais le meilleur. Ouais, c'est même un mauvais signal. Moi, tu sais, quand j'investis dans un entrepreneur, je lui file une term sheet. En général, s'il me négocie rien... T'étais trop gentil. Non, je pense qu'il y a un problème. En général, nous, on est entrepreneur friendly, mais tu vois, je veux voir sa capacité à négocier, pas à négocier pour n'importe quoi. Je vois sur quoi il va négocier, je vois si c'est vraiment utile, et je me dis, OK, ce gars-là, il va négocier dans les contrats qu'il va vendre, il va négocier sur ses prochaines levées, et je pense que tu as besoin d'un... Enfin, tu dois investir en gens comme ça, donc en tout cas, c'est le travail que tu as fait avec l'assureur. On parle beaucoup aujourd'hui d'LLM, de modèle, de language learning model. Est-ce que vous, en interne, tout le monde a un compte ChatGPT ou un équivalent de ChatGPT pour les courtiers d'assurance qui te permet de comparer des polices Pas encore. Okay. Nous, on n'a pas ça. Je sais que ça se développe chez les compagnies, etc. C'est un vrai enjeu du business model. Parce que derrière, en fait, plus tu vas arriver à bien utiliser les outils IA, ChatGPT ou autres, tu vas pouvoir gagner en productivité. Ouais, et donc en fait, nous, la clé de notre business, c'est nos people. Et donc, c'est comment je fais gagner du temps à nos people et à nos équipes pour qu'ils puissent consacrer la majorité de leur temps sur des tâches à valeur ajoutée. Typiquement, négocier avec un assureur, ça, ChatGPT, il peut pas te le faire. Non. En revanche, répondre à un client sur une assurance d'un particulier quand il dit je veux résilier ma police ou j'ai pas reçu mon avis d'échéance, comment ça se fait, ça en fait ça peut être industrialisé et ça peut être extrêmement simple. Nous on n'a pas encore ça. Maintenant on commence à s'en servir pour rédiger des projets, évidemment. Quand tu dois rédiger des projets de réponse à des appels d'offres d'une 20aine de pages, etc. Tu en prends 5 anciens, tu le mets dans un modèle, tu dis tiens, voici le client, prépare-le-moi, et au moins... Voilà, aujourd'hui, moi j'ai un compte pro ChatGPT, et c'est vrai que c'est extrêmement précieux, parce que même si plus tu lui donnes de data, mieux il répond. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué. Et donc, tu donnes... tes 15 derniers appels d'offres, tu les mets dans le ChatGPT, tu lui dis, voilà les particularités. Après, il faut passer du temps quand même avec ChatGPT, il faut lui poser des questions, il faut interagir, et en fait, ça le fait progresser. Et il te sort quand même aujourd'hui, de temps en temps, des réponses assez intelligentes, et même très intelligentes, que tu réutilises, etc. Donc aujourd'hui, c'est pas du tout une menace pour votre métier. C'est pas une menace, je pense que c'est plutôt... Il faut le voir comme une opportunité. Certains le voient comme une menace en disant, on va remplacer les salariés par ChatGPT. Non, est-ce que tu dis, c'est... Non, moi, c'est un outil pour nos salariés, qu'on doit utiliser plus pour leur faire gagner du temps. Voilà. Est-ce que la fidélité des clients existe encore dans ton métier ou c'est qu'une question de prix ? Je pense qu'il y a tout comme dans n'importe quel business. Maintenant, la fidélité client existe et heureusement, nous, on est un cabinet qui est positionné plutôt très haut de gamme. Donc, on a des clients qui sont extrêmement exigeants. On bosse pas mal avec des entreprises américaines qui ont des guidelines très importantes avec tous les 3 ans, il y a un appel d'offres qui doit être mené, etc. Et pour autant, ça fait quand même très longtemps qu'on accompagne ce type de boîte, dans des cabinets d'avocats d'affaires, par exemple. Justement, la qualité de la fidélité... Enfin, la fidélité, tu l'obtiens quand tu délivres de la qualité. Et quand ton client, il est satisfait, il est forcément fidèle. Mais fidélité avec toi, je l'entends. Parce que je pense que de toute façon, ce conseil, moi, le conseil que tu m'as donné, la prochaine fois qu'il faut renégocier, je vais passer par toi. Tu vois, j'ai pas commencé à essayer de le faire moi-même. Enfin, de toute façon, est-ce qu'il y a la fidélité derrière des assureurs ? Toi, t'as pas un enjeu particulier ? Ce que je veux dire, c'est que nous, notre police, je sais pas quand elle expire. Je pense que elle expire tous les ans avec tacite reconduction, etc. On n'a pas un enjeu. Est-ce que toi, tu as un enjeu d'aller voir quel est le moins cher, me rappeler, au fait, lui est moins cher Nous, on a dans nos process, sur chaque police, d'une certaine taille, évidemment, parce qu'on peut pas revoir la police de tout le monde tous les ans, c'est impossible. Il faudrait que les clients te le demandent. Évidemment, des clients nous le demandent, et évidemment, on se prête au jeu, et c'est notre métier, et c'est notre business, on est payé pour ça. Mais sinon, tous les 3 ans, chaque police entreprise, elle est revue automatiquement. Donc, par qui ? Par la personne, notre collaborateur, qui s'occupe de la police. Ça, c'est une règle Warny. Ouais, voilà, c'est dans nos systèmes. Et de toute façon, on a dans nos systèmes, on a un peu d'automatisation aussi, qui nous permet de se dire si que les envois d'appels de primes, ils sont bloqués, si la compagnie a augmenté la prime de plus de 5%. Donc tu vois, 5%, c'est pas tant que ça aujourd'hui. L'État a augmenté des taxes, 8%, donc on est en train de revoir beaucoup de polices.
Mais donc, on s'assure qu'il n'y ait pas une augmentation des cotisations pour nos clients importante, parce que sinon, en effet, si tu viens me voir en me disant j'ai eu 20% d'augmentation, qu'est-ce que tu as fait, ça va pas bien se passer. Donc voilà. Ok. Donc la fidélité, c'est non, propre encore une fois aux produits que tu vends. Oui, c'est propre aux produits que tu vends. Et puis il y a deux choses. Les assureurs aujourd'hui viennent nous voir quand même parce qu'on est des apporteurs d'affaires pour eux. Il faut pas l'oublier. Donc ils essayent qu'on leur apporte le plus de business possible parce que ils veulent faire du business eux aussi. Maintenant, tu te heurtes parfois à des politiques assureurs qui sont extrêmement strictes et qu'on appelle techniques. Typiquement, cette année, un des grands assureurs de la place, une mutuelle, a résilié beaucoup de contrats parce qu'ils avaient des branches qui étaient déficitaires. Aujourd'hui, dans le sud de la France, c'est de plus en plus compliqué de s'assurer à cause du risque inondation. À Los Angeles, tous les assureurs beaucoup d'assureurs ont supprimé la garantie incendie. Donc avant, et ils vont le faire maintenant. Et ils vont le faire encore plus. Ou ils vont demander, je pense que ils vont demander, tiens, vous devez installer ça, vous devez installer un tank de 10 litres d'eau. J'invente. Ou les primes vont énormément, vont exploser si tu veux continuer à garder la garantie. Donc l'assurabilité d'un risque, aujourd'hui, tout le monde se dit, s'assurer, c'est hyper simple. En fait, pas toujours. Il y a des endroits, s'assurer, c'est très compliqué. Ouais, il y a un fantasme du métier. Bon, tu as répondu un peu tout à l'heure. L'assurance, c'est beaucoup d'argent, peu de risques. Et en fait, alors nous, on a la chance de ne pas être assureur. Ouais. Donc nous, on ne paye pas les sinistres. En revanche, il y a beaucoup d'argent. Oui, les assureurs sont les plus grands argentiers de la place après les banquiers. Enfin, de toute façon, c'est ces deux business-là qui drivent beaucoup d'argent. Maintenant, peu de risques. Non, on voit les sinistralités parce que nous, on pilote les polices à la sinistralité. Donc, par exemple, une flotte auto... Ça marche à combien, un assureur ? Ça, je pourrais pas te le dire parce que... Enfin, si, je pourrais te le dire, mais ça dépend vraiment de... Sur une assurance non, mais flotte c'est du auto... 2 à 5%, c'est pas des marges de... C'est vraiment difficile à dire parce que ça dépend de la sinistralité. Donc, oui, ça dépend de l'année, mais en fait... Ça dépend, de la branche. L'actuarien de l'assureur, il se dit, à la fin de l'année, avec ce que je collecte et les frais que je vais engendrer, si je suis bon, je suis à 4%, si je suis mauvais, je suis à moins, ou je suis à 0, moins 1. Ouais, il n'y a pas de règle. Non, il n'y a pas de règle parce que ça dépend des business. Si tu assures des bâtiments, c'est pas du tout le même équilibre que si tu assures une flotte automobile. Une flotte automobile, quoi qu'il arrive, sur une flotte de 500 voitures, ouais, c'est la statistique. Il y a du sinistre. Quoi qu'il arrive, il y a du bris de glace, il y a des accidents, et c'est comme ça, et c'est normal. Sur de l'immobilier, il va rien se passer pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 15 ans, et le jour où il se passera quelque chose, ça coûtera une fortune. Donc il y a de l'intensité d'un côté, il y a de la fréquence de l'autre. Donc c'est des business qui sont vraiment différents. Par exemple, sur de la santé, on sait que tous les ans, quand tu as un contrat de mutuelle, tu vas aller chez le médecin, tu vas dépenser des frais médicaux. C'est plus statistique. Et l'équilibre, il doit être à peu près à 100%, ou un petit peu en dessous. Sur de la prévoyance, où tu couvres le risque d'essai, l'équilibre, il est quand même bien inférieur, parce que normalement, il va rien se passer, et le jour où il se passe quelque chose, le coût, il explose. Tu as racheté cette boîte en 2019, c'est ce qu'on disait, avril 2019. La boîte, elle a beaucoup cru. Tu as fait x5 sur les employés. Je crois que t'as fait pas loin sur le chiffre d'affaires. Ouais, à peu près, ouais. Si ton père t'écoute aujourd'hui, peut-être qu'il t'écoutera quand on aura sorti le podcast, est-ce qu'il aura une critique positive, négative sur les 6 dernières années de reprise de Warny Assurance ? Rachat, pas reprise. C'est difficile à dire, c'est à lui qu'il faudrait poser la question, j'ai envie de te dire. On l'invitera sur le prochain podcast. S'il accepte. Écoute, je sais pas. En tout cas, je sais qu'il est plutôt satisfait de voir l'évolution de la boîte parce que c'est quand même son bébé à la base. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il y a une petite fierté aussi quand même parce que ça se développe bien. Et aujourd'hui, dans le panorama du courtage de l'assurance, on commence à bien se développer, à être un peu reconnu par les assureurs et par les courtiers. Donc ça, c'est un petit côté satisfaisant et sympa. Évidemment, il y a plein de choses que j'ai mal fait, c'est sûr. Parce que tu fais pas que des bons choix. Ce qui compte, c'est juste de faire plus de bons choix que de mauvais. Ouais. Voilà. À partir de ce moment-là... C'est quoi une anecdote d'un mauvais choix Un mauvais choix... Ou c'est une collection de mauvais choix. T'as pas un recrutement. Souvent, on nous dit recrutement. Le recrutement, qu'est-ce que c'est dur. J'avais jamais recruté avant et évidemment, le recrutement, on apprend. Alors, donc, on change les process au fur et à mesure. Combien de validations, combien de personnes il doit avoir. Est-ce que les process, il doit faire 1, 2, 3, 4 entretiens. Faut pas que ce soit trop long. Il faut
pouvoir être réactif quand la bonne personne elle est là au bon moment. Donc on a fait des très bons choix, des très bons recrutements, mais on a un taux de réussite sur nos recrutements. Quand je dis réussite, ça veut dire quelqu'un qui valide sa période d'essai, qui doit tourner autour de 60%. Tu vois, c'est pas beaucoup. Hein. Donc ça veut dire toi, le plus tu te rapproches de 100, Ah bah là, ce serait magique, mais je pense qu'on n'y arrivera jamais. Mais le recrutement, c'est quelque chose de très difficile. Voilà, une anecdote sur un mauvais choix. Je sais pas si non, mais c'est un bon. Mais... Est-ce que tes enfants, est-ce que tu penses avoir la conversation avec tes enfants quand ils auront un jour pour leur dire au fait, regardez, Warny Assurance, c'était la boîte de ton grand-père, etc. Ouais. J'en sais rien. Intérieurement, ça peut être amusant. Parce que c'est répéter l'histoire que tu as vécue, donc je pense que évidemment ça a un petit côté sympa. Maintenant, il y a zéro pression pour les enfants. Moi, j'ai 39 ans, j'ai encore un bon paquet d'années à faire en termes de business et à développer la structure. Où est-ce qu'on sera dans 20, 25 ans? Je sais pas. Qu'est-ce que vont en faire les enfants? J'en sais rien. Et non, il y a zéro pression. Ça se trouve, le courtier d'assurance n'existera plus. Alors, je pense que sur un certain type de business, oui, mais sur du conseil en entreprise, ça existera toujours parce que attends, s'il y a une conclusion de ce podcast, c'est qu'en fait, la technologie n'est pas vraiment en train de disrupter ton métier, mais au contraire de l'améliorer. Ah, bah ça, c'est clair. Et qu'il n'a pas vocation à complètement disparaître. Il y aura toujours besoin de cette brique conseil, en tout cas. Moi, c'est ce que j'en retiens. Ah ben c'est sûr. C'est sûr que tu auras toujours besoin de la brique conseil. C'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai choisi d'avancer dans ce métier. C'est que je pense que dans 10 ans, dans 20 ans, il y aura toujours des courtiers d'assurance. C'est un marché qui est en constante évolution. Là, on est dans une zone de consolidation assez forte. Donc c'est assez amusant aussi de voir le secteur bouger. Mais il y aura toujours besoin, en tout cas pour les entreprises, d'un certain niveau de conseil. Parce que quand on a des boîtes qui travaillent à l'international... C'est quoi le plus gros changement que tu ne vois pas arriver dans ton secteur d'ici 10 ans? C'est... Si j'avais la réponse, je serais déjà en train de le préparer pour être mais c'est quoi, bien en avance. T'as une vision particulière du métier? Tu sais, souvent on disait... il y avait une thèse chez les fonds de venture capital il y a 2-3 ans qu'en fait les assureurs allaient commencer à racheter des courtiers, allaient commencer à eux-mêmes... Ouais, c'est déjà le cas, on le voit aussi aujourd'hui. Tu as essayé de reprendre la value chain, et même des réassureurs qui achetaient des assureurs qui rachetaient des managers. C'est un business qui intéresse tout le monde. Tu vois Tesla, aujourd'hui, tu peux avoir ton assurance qui va avec. Tu vois les banques, aujourd'hui... Tesla a fait sa propre police d'assurance? Ouais, dans certains pays, pas partout. Mais donc ils ont l'agrément d'assureur dans certains pays, et c'est eux, en fonction de... Ils voient comment tu conduis, puisqu'ils ont accès ils ont la data, ils assurent ta voiture. En fait, c'est extrêmement simple. Alors je pense que c'est un gros changement, ça. C'est le changement sur le particulier, il y aura du changement. Tu pourras t'assurer online, tout simple. Sur le pro, tu peux dire pour les immeubles, j'invente, mais tu pourras dire tiens, je veux que tu installes ces devices dans ton immeuble, comme ça je peux voir en temps réel la température, je peux voir s'il y a un départ de feu, je peux voir. Je sais pas très bien quels sont les risques. Oui, il y aura tout ça. Donc ce sera la data que tu pourras donner à ton assureur. Aujourd'hui, tu vois des assureurs qui commencent à dire on te met un boîtier dans ton véhicule et on voit les zones d'accélération, de freinage. Ouais, c'est un véhicule, je le vois. Ouais. Et du coup, on peut adapter le prix de ta police. Et puis en fonction du nombre de kilomètres que tu vas faire, évidemment, il y a plus de risques. Donc on adapte le prix de la police. Donc tout ça, c'est des outils. Mais sur la partie courtage, le courtier restera toujours, en tout cas pour moi, sur la partie entreprise. Dernière question. Tu l'appréhendes un peu cette question, mais si tu devais pitcher ton métier en 30 secondes, tu dirais quoi pour que quelqu'un se dise mais c'est vraiment formidable ce que fait Quentin? Formidable, je sais pas. Je veux pas aller construire le prochain vaccin qui va solutionner le cancer. Je veux être courtier en assurance. Je te challenge, mais... Ouais, parce que l'assurance, c'est un métier qui, au départ, fait rêver les personnes. C'est assez marrant, parce que quand je suis arrivé dans ce business et que tu discutes avec les gens, personne te dit j'ai voulu faire de l'assurance depuis que je suis tout petit. C'est quelque chose que personne ne connaît. Même vraiment. Les gens qui ont grandi avec des pères qui vendaient de l'assurance. Non, mais même moi, j'avais pas du tout prévu de faire ça. Et tout le monde arrive dans l'assurance plus ou moins par hasard. Donc aujourd'hui, maintenant, il y a quand même des écoles d'assurance qui préparent les salariés, et donc il y en a de plus en plus. Et c'est un vivier de candidats qui a tendance à s'expandre.
Mais aujourd'hui, si je devais pitcher mon job, c'est que c'est un job où il faut aimer discuter avec les gens. Voilà, moi, ce que j'adore, c'est rencontrer des gens, discuter avec les gens, négocier. C'est quelque chose qui m'anime. J'adore ça. Et donc, si tu n'aimes pas la relation sociale, discuter avec les gens, ça marche pas. Donc, ce qui est très sympa dans mon business, c'est que tu vas discuter avec des dirigeants d'entreprise, tu vas discuter avec des assureurs, tu vas discuter avec des collaborateurs, tu vas discuter avec des comités d'entreprise pour faire passer des augmentations de primes, des baisses de primes, des améliorations de garantie, etc. Donc, tu as un panel d'interlocuteurs qui est hyper riche. Et ça, c'est hyper sympa. Et donc, attends, et surtout, tu disais les assureurs, et je pense que un peu mon mot de la fin, mais c'est les deuxièmes plus gros argentiers après les banquiers. Enfin, si l'assurance existe aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison, c'est vous protégez des personnes physiques, des personnes morales, ça sauve des vies. Enfin, Alors, je pense pas qu'on sauve des vies, mais en tout cas, quand tu vois, l'autre jour, on avait un petit resto, il y a eu un incendie dans son resto, c'était vraiment son unique outil de travail. Il était vraiment dans une situation extrêmement compliquée, voilà, tu peux imaginer. Bon, bah, ça s'est super bien passé avec les experts, avec les compagnies. Et il nous a envoyé des boîtes de chocolat et une bouteille de champagne pour nous remercier sur la gestion du sinistre, etc. Et donc, il y a une raison pour laquelle vous êtes là. Voilà, aujourd'hui, pour te donner un chiffre, on doit indemniser, nous, autour d'une trentaine de millions d'euros de sinistres chaque année. C'est quand même des montants qui sont pas neutres. Alors évidemment, nous, c'est rien. Si tu prends des gros assureurs, c'est des montants colossaux. Et quand tu vois les catastrophes naturelles que tu peux avoir de plus en plus aujourd'hui, c'est hyper important d'être bien couvert. En tout cas, c'est ma vision. Moi, je suis plutôt pro-assurance. C'est mon métier, forcément. Mais voilà, le jour où il y a un pépin... Vaut mieux être avec Warny Assurance. Comment on te contacte, Quentin ? On me contacte via notre site internet. T'as un Twitter, on a un site internet. J'ai un LinkedIn, évidemment. Via site internet. Warny Assurance. Ouais, warnyassurance.com. Warnyassurance.com. T'as eu le .com. On a eu le .com, ouais, exactement. Quentin, un grand merci d'être venu, d'avoir passé ces 45 minutes avec nous. Écoute, à très bientôt. Merci Augustin pour ton invitation, c'était un plaisir. Salut.